Bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire consacré à la fiscalité des non-résidents. Je suis très ravi avec l'ensemble de mon équipe et des intervenants de vous recevoir pour ce webinaire très important sur une question qui vous concerne, la fiscalité. Très rapidement, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Olivier Thomas et donc je suis le représentant de l'Alliance solidaire des Français de l'étranger ici en Belgique. Et pour ceux qui ne le savent pas, il y a des élections qui consistent à élire les conseillers des Français de l'étranger. Donc ces élections, elles ont lieu le 30 mai et par anticipation du 21 au 26 mai. Et ces élections consistent donc à élire des représentants pour vous, les Français de Belgique, qui permettent justement de faire avancer des questions et qui créent un relais avec les autorités consulaires notamment. C'est très important de voter, même si les élections ne sont pas forcément très connues, parce que ce relais, il vous permet justement d'avoir plus d'impact auprès des autorités consulaires. Et donc, nous sommes candidats avec ma liste qui est indépendante, et c'est important de le préciser, puisque nous nous concentrons uniquement sur des questions qui vous concernent, des questions techniques, comme la fiscalité, et nous tâchons d'y apporter une réponse. Donc, c'est exactement l'objet de ce webinaire, c'est vous montrer aussi que nous sommes capables de répondre à des questions qui peuvent être parfois techniques et qui peuvent évidemment vous aider au quotidien. Donc, ces élections, c'est important et je tenais à vous rappeler que si vous avez la possibilité de voter, évidemment, il faut la saisir et il faut voter donc, du 21 au 26 mai par anticipation sur Internet et le 30 mai pour le vote à l'urne. Donc aujourd'hui, nous allons consacrer ce webinaire à la fiscalité. Je l'ai dit, c'est un sujet majeur pour tous les Français de l'étranger, mais encore plus pour vous, les Français de Belgique, parce que la frontalité, évidemment, crée davantage d'incertitudes et de doutes. Et nous avons commencé en plus la campagne déclarative d'impôt des non-résidents il y a quelques jours. Et peut-être que comme moi, vous allez donc vous atteler à cette tâche qui consiste à remplir cette déclaration. Vous avez peut-être peur de vous tromper ou vous avez peut-être des questions. Et c'est donc tout l'objet de ce webinaire aujourd'hui, en partie, puisque nous allons aussi parler d'autres sujets fiscaux comme la suppression de la CSG et de la CRDS avec Madame la sénatrice et les effets que ça peut avoir, notamment sur le non-remboursement, puisque certains d'entre vous ont peut-être de la peine à se faire rembourser de la CSG et de la CRDS. Donc toutes ces questions-là, nous allons les aborder dans ce webinaire. Mais sans plus tarder, et rapidement, je vais vous présenter donc les deux intervenants que nous avons le plaisir avec ma liste d'accueillir aujourd'hui. Il s'agit d'abord de Madame la sénatrice Evelyne Renaud-Garabédian, qui est donc sénatrice des Français de l'étranger et également cofondatrice de l'Alliance solidaire des Français de l'étranger. Donc bienvenue à Madame la sénatrice et merci de nous faire l'honneur de sa présence. Et Maître Franck Van Assel, qui est un avocat fiscaliste associé dans un grand cabinet à Paris et qui a la particularité d'être franco-belge. Donc, ça tombe à point nommé pour ce webinaire. Et donc, sans plus attendre, je vais donner la parole à Madame la sénatrice pour qu'elle s'exprime donc sur le sujet de la CSG et de la CRDS, de sa suppression et des problèmes qui peuvent persister en conséquence. Merci beaucoup, Madame la sénatrice et Maître, et la parole est à vous. Merci Olivier pour cette introduction. Merci Maître Van Assel d'avoir accepté notre invitation. Encore une fois, sur la forme du webinaire, les circonstances actuelles nous empêchant toujours de nous réunir en présentiel. L'objet de notre rencontre d'aujourd'hui, et comme l'a dit Olivier, est la fiscalité des Français de l'étranger. Vous le savez tous, la fiscalité des non-résidents et en réalité, la fiscalité tout court est un véritable casse-tête pour nos compatriotes qui sont concernés. Le sujet est technique, situations auxquelles vous êtes confrontés sont souvent singulières. Avant de céder la parole aux spécialistes, compétents sur la partie française de la fiscalité et non belge, je tenais à le préciser, je reviendrai pour ma part sur deux sujets qui me paraissent très importants pour comprendre que votre poids politique et donc votre vote peut influer sur votre traitement fiscal. Premièrement, les changements fiscaux pour les non-résidents intervenus ces dernières années et comme vient de le dire également Olivier, le contentieux de la CSG et de la CRDS. Tout d'abord, parlons de la réforme fiscale des non-résidents qui a été engagée par le gouvernement et par les députés des Français de l'étranger de la majorité il y a 3 ans. Cette révision avait pour but de rapprocher la fiscalité des non-résidents et celle des résidents pour les revenus qui sont bien entendu imposables en France. Cette réforme venait modifier les modalités d'imposition ainsi que les grilles de taxation applicables. Celle-ci n'avait pas fait l'objet d'études d'impact, c'est-à-dire l'analyse faite par Bercy sur les conséquences en termes d'imposition. Fort heureusement, les sénateurs des Français de l'étranger et des groupes de contribuables, et d'ailleurs, je rappelle qu'un groupe très important a été très actif en Belgique,
a pu obtenir, a considéré qu'il y avait une hausse drastique de la fiscalité qui pourrait aller jusqu'à 300% pour certains revenus. Cela semble inimaginable et aucun gouvernement n'aurait eu l'audace de proposer cela aux contribuables résidents sans craindre une révolte. Après un bras de fer de plusieurs mois, le gouvernement a finalement reconnu que les effets de bord qui étaient induits par la réforme et a finalement fait marche arrière l'été dernier. Il n'y a donc pas, ouf, de réforme fiscale pour les non-résidents, en tout cas au cours des prochains mois, voire années, mais cela dépendra, je le rappelle encore une fois, des prochaines élections, des échéances électorales. Le deuxième sujet est le sujet de la CSG-CRDS. En 2012, le gouvernement Ayrault a décidé que les Français de l'étranger devaient désormais s'acquitter de la CSG-CRDS sur leurs revenus fonciers encaissés en France, alors pourtant qu'ils ne bénéficient pas de la sécurité sociale en France. Les gouvernements successifs qui ont été confortés par le Conseil constitutionnel ont considéré que la CSG-CRDS était un impôt qui est donc redevable par tous, alors que nous considérons qu'il s'agit d'une cotisation sociale qui donne droit à des prestations sociales, c'est-à-dire une cotisation avec une contrepartie. Sauf que la CSG ainsi que les autres prélèvements sociaux français ont été jugés en 2015 par la Cour de justice de l'Union européenne comme présentant un lien suffisant et pouvaient être assimilés non pas à un impôt, mais comme je vous le disais, à des cotisations sociales au sens du droit européen. Après cette décision, ainsi qu'une procession constante des élus, le gouvernement a dû se mettre obligatoirement en conformité avec le droit européen en 2018. Et désormais, les Français de l'Union européenne qui résident dans l'Union européenne sont exonérés de CSG-CRDS sur les revenus fonciers encaissés en France. Bon, il faut que vous sachiez quand même, bien que vous ne soyez pas concernés aujourd'hui, que les Français qui vivent hors Europe, eux, continuent à s'acquitter de cette contribution. Il y a eu donc des demandes qui ont été faites, plusieurs vagues, puisque pour tous les Français qui sont résidents européens qui auraient payé la CSG-CRDS pendant la période antérieure à 2018, des contentieux se sont constitués pour en demander le remboursement, puisque c'était un remboursement de prélèvements indus. Première vague, qui concerne les prélèvements qui ont été effectués entre 2012 et 2015, sont soldés aujourd'hui, avec 36 000 dossiers qui ont été reçus et un montant de dégrèvement de l'ordre de 77 millions. Deuxième vague, courant de période qui couvre la période 2015-2018, cette vague est toujours en cours. 15 700 dossiers reçus par la direction de l'administration fiscale, le stock restant à traiter, 8 700 dossiers. On nous a affirmé que d'ici 2023, tous les dossiers seraient définitivement traités. Concernant les délais, il faut considérer 3 à 4 mois à partir du moment où le dossier a été instruit pour que vous puissiez obtenir votre remboursement. Si vous arrivez à des délais beaucoup plus importants, sachez-le, prenez contact avec la SFE, on essaiera de voir cas par cas la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui. Les Français de l'étranger doivent se mobiliser, il faut que cela serve de leçon pour offrir à leur représentation politique le poids qui est nécessaire pour défendre les intérêts face à un gouvernement qui compte plutôt sur la passivité de nos compatriotes. Aujourd'hui, en dehors de l'élection présidentielle, la participation des Français de l'étranger est beaucoup trop basse pour que le pouvoir exécutif entende vos revendications. Fiscalité, citoyenneté peuvent parfois paraître éloignés, mais il n'en est rien. La base de l'impôt, c'est le consentement. C'est la raison pour laquelle j'insiste encore une fois, il faut que vous alliez voter, quelle que soit pour la liste que vous le souhaitez. Je ne fais pas de politique, je vous dis allez voter. Il est important d'aller voter en commençant par la première élection qui se présente pour vous, qui est l'élection des conseillers consulaires qui doit intervenir à la fin du mois de mai et qui auront lieu très prochainement. Et ces deux qui sont amenés, ce sont les conseillers consulaires qui seront amenés à vous défendre au cours des 5 prochaines années. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Madame la sénatrice. C'est vrai que c'est un sujet qui est fondamental et sur ces 8 700 dossiers
qui reste en cours. Au moins, voilà, nous avons maintenant la lumière au bout du tunnel avec cette date de 2023 qui, espérons-le, sera respectée voilà, de solder l'ensemble de ces dossiers et ce contentieux sur la CSG-CRDS. Et évidemment, comme l'a rappelé Madame la sénatrice, si certains d'entre vous ont des questions particulières ou des problèmes qui persistent avec la direction des non-résidents, il ne faut pas hésiter à contacter la SFE. Et comme l'a dit Madame la sénatrice, nous allons peut-être tâcher d'y répondre au cas par cas. N'hésitez pas d'ailleurs, j'en profite, si vous avez des questions, vous avez donc un chat qui est ouvert, donc vous pouvez adresser directement vos questions dans ce chat et nous allons tâcher, je vois qu'on en reçoit déjà beaucoup, mais nous allons tâcher d'en sélectionner quelques-unes pour les poser à l'issue des présentations et à la fin des deux présentations, et celle de Monsieur Franck Van Assel. Sans plus attendre, je cède donc la parole à Maître Franck Van Assel qui va donc nous faire quelques remarques. Et ça tombe à point nommé puisque la campagne de déclaration, comme je l'ai dit, a commencé sur la fiscalité des non-résidents. Je vous cède la parole, Maître. Merci beaucoup. Alexandre Brochard et moi-même, nous sommes avocats fiscalistes à Paris. Ce qu'on vous propose, c'est de parler de la fiscalité des non-résidents applicables aux résidents belges. On va parler de la convention fiscale franco-belge, on va parler des droits de donation, des droits de succession, on va parler de l'IFI, puisque beaucoup de Belges détiennent des biens immobiliers en France. Et puis on va parler en matière d'impôt sur le revenu. Mais avant d'aborder ces sujets fondamentaux, mais pratiques, d'une façon très pratique, on répondra à vos questions à l'issue de notre présentation qui va durer un quart d'heure, 20 minutes à peu près. Il y a 3 sujets que l'on a à aborder préalablement. Le premier sujet dans la pratique que l'on voit, c'est l'attention de l'administration sur la notion de résidence en France de non-résidents. Beaucoup de personnes se disent non-résidents, détiennent des revenus, enfin ont des revenus ou détiennent des actifs en France. Et la position de l'administration, c'est de dire vous n'êtes pas un résident étranger, vous êtes résident français. Et on a cette question avec beaucoup plus d'acuité avec les résidents, les nationaux, les résidents belges. Je pense que ça tient à deux, trois éléments. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de droit de donation en Belgique, alors qu'il y a des droits de donation en France qui sont quand même très importants, ce qui a conduit un certain nombre de Français à aller en Belgique pour y vivre et donner peut-être des actifs. Et surtout, il n'y a pas d'imposition sur les plus-values de cession de valeur mobilière, alors qu'en France, il y a une imposition qui est quand même relativement importante. Ce qui conduit l'administration fiscale à avoir un certain tropisme sur les résidents belges qui viennent en France, ont des revenus et des actifs. Alors, dans les cas pratiques que l'on a, enfin dans les cas qui viennent vers nous, sans aller au contentieux dans un premier temps, l'administration fiscale française, elle regarde différents critères pour déterminer si un résident belge qui a des biens, un Belge qui est résident français et qui a des revenus ou des actifs, est un résident français. Il y a la notion de foyer d'habitation permanent. Dans un premier temps, elle va regarder si la personne a un foyer d'habitation permanent en France. Et si cette personne a un foyer d'habitation permanent en France, mais aussi en Belgique, il y a un deuxième critère, c'est le centre des intérêts vitaux. Ensuite, elle regarde un autre critère qui est le lieu de séjour habituel. Et puis après, le dernier critère, c'est un critère de nationalité. C'est des critères qui sont conventionnels, qui sont examinés au cas par cas. Et je crois qu'il faut être extrêmement vigilant pour les Belges qui ont des intérêts en France, d'être vigilant sur ces critères de foyer d'habitation permanent, de centre des intérêts vitaux, de lieu de séjour. On a un cas, je dirais, qui a fait une jurisprudence, c'est-à-dire que c'était un Belge qui détenait une société holding belge. Au travers de cette société holding belge, il y avait 2 filiales françaises qui lui procuraient des revenus. Ce résident fiscal belge était rémunéré par la société belge et en dividendes et en salaire. Et l'administration a considéré que malgré le fait qu'il ait un foyer d'habitation en Belgique, mais aussi en France, la principale source de revenus était la société belge, qui ne faisait finalement que lui verser des revenus, et l'activité qui était exercée était au travers de ses filiales. C'était le centre des intérêts vitaux était belge et français, mais de façon plus importante en France. Et dans ce cas-là, l'administration a considéré que la personne, bien qu'ayant une nationalité, une résidence belge, devait déclarer ses impôts en France parce que le centre de ses intérêts économiques et sociaux était en France. Donc, extrêmement vigilant sur ces 3 critères, le foyer d'habitation permanent, le centre des intérêts vitaux, le lieu de séjour habituel et puis la nationalité. Voilà, donc c'était un rappel parce qu'on a pas mal de dossiers où l'administration a un certain tropisme sur les résidents fiscaux belges en raison des 2 critères préénoncés, c'est-à-dire pas de taxe, pas de droit de donation et pas d'imposition sur les plus-values de valeur mobilière. Olivier, vous rappelez tout à l'heure que les obligations françaises vont arriver bientôt, c'est-à-dire que les résidents étrangers qui ont des revenus de source française doivent déclarer
effectivement, pour le 26 mai 2021 en cas de télédéclaration et le 20 mai 2021 pour déclaration papier. À noter que les revenus doivent être déclarés pour leur montant net. Les déficits français sont imputables sur les revenus d'origine française. Et puis, on ne peut pas opérer, malheureusement, pour les résidents belges, ils ne peuvent pas opérer en déduction de l'impôt français les charges du style les charges déductibles de l'impôt sur le revenu, à savoir les enfants, les pensions alimentaires. Il faut savoir qu'en France, il y a 5 tranches d'impôt sur le revenu. Il y a une tranche qui commence à 0% jusqu'à 10 000 euros. Et la tranche maximum est à 45% au-dessus de 158 000 euros. Donc, 5 tranches d'imposition qui différencient les catégories de revenus. Pour les non-résidents, donc, il y a un taux minimum d'imposition qui est de 20% et qui passe à 30% pour les rémunérations qui sont 20% en dessous de 25 000 euros et 30% au-dessus de 25 000 euros. Alors qu'en France, on a des barèmes qui sont quand même beaucoup plus légers. C'est une taxation plus forte pour les non-résidents qui tient à la volonté du législateur de dire les non-résidents ne bénéficient pas, enfin ne sont pas dans la progressivité de l'impôt français. Et donc, pour les revenus relativement faibles, ils ont une imposition qui est beaucoup plus forte. Mais on peut y échapper par le taux moyen, je crois. Oui, c'est ça. En fait, si jamais en cas d'espèce, un résident belge a beaucoup de revenus, enfin n'a pas de revenus belges, il n'a que des revenus français et que son taux moyen est bien inférieur aux 20% ou 30% qu'a mentionné Franck, il peut en fait opter pour l'application du taux moyen. Et dans ce cas-là, il va prendre tous ses revenus mondiaux, il va voir quel est le revenu moyen applicable en prenant ces revenus mondiaux. Et ce taux moyen applicable, on va l'appliquer uniquement sur les revenus français. Et en faisant cette démarche-là, ça permet d'appliquer vraiment le taux moyen applicable. Avant d'opter pour ce mécanisme-là, il faut bien être sûr que c'est avantageux. De toute façon, l'administration ne l'appliquera pas si ce n'est pas avantageux pour vous. Donc, voilà, mais il faut faire un petit calcul pour voir ça. Bien entendu, les revenus étrangers continuent à ne pas être imposés en France, mais on les prend en compte pour déterminer le taux moyen applicable. Dernier point avant d'aborder la convention fiscale, c'est ce qu'on appelle en France l'exit tax. L'exit tax, qu'est-ce que c'est? C'est que toute personne qui quitte la France pour aller résider dans un autre pays doit déposer des documents et signaler toutes les plus-values potentielles qu'il peut y avoir sur des plus-values de valeur mobilière. Alors, il y a deux grandes catégories. Soit vous détenez plus de 50% dans une société, et quelle que soit la valeur, vous devez déclarer les plus-values latentes qui peuvent exister. Soit le montant des plus-values latentes globalement, mais sans détenir 50%, excède 800 000 euros, et vous devez déclarer cette exit tax. Pourquoi cette exit tax? Parce qu'on avait beaucoup de Français qui, je dirais, avaient des plus-values latentes, et plutôt que de les imposer en France, partaient dans des pays où il n'y avait pas d'imposition sur les plus-values mobilières, malheureusement comme la Belgique. Et à partir de là, l'administration a mis en place ce qu'on appelle, c'est 2013, ce qu'on appelle l'exit tax, en disant les plus-values latentes que vous réalisez avant de partir en France, vous devez les déclarer. Et si vous remplissez certaines conditions, elles seront imposées si vous cédez dans un délai de 2 ou 5 ans, on va voir tout à l'heure, soit elles seront exonérées au-delà de ces délais. Donc, imposition si vous détenez plus de 50% des droits sociaux dans une société et si le montant des plus-values latentes que vous avez est supérieur à 800 000 euros. Alors, l'exit tax, elle est due, mais comme il y a une convention fiscale qui existe avec la Belgique, c'est simplement une sorte de sursis d'imposition qui est mis en place. Et cette imposition n'a pas lieu s'il y a plusieurs conditions qui sont réunies. C'est en cas de cession des titres, si les plus-values latentes sont inférieures à 2 570 000 et le délai de détention est de 2 ans, vous êtes exonéré au bout de là. Si c'est supérieur à 2 570 000, au bout de 5 ans, vous êtes exonéré. Et puis, effectivement, vous pouvez y échapper de deux façons, soit en cas de donation, soit en cas de… Alors, soit en cas de succession. Juste pour résumer sur l'exit tax, en gros, si vous partez de France pour aller en Belgique, vous n'êtes pas imposé au moment du départ. Vous serez imposé si dans les 2 ans ou les 5 ans, selon le montant de vos plus-values latentes, vous les cédez. Si vous ne les cédez pas dans les 2 ans ou 5 ans, vous n'êtes pas imposé, mais voilà, c'est des obligations déclaratives à réaliser. La convention fiscale entre la France et la Belgique, elle date de 64, et puis il y a eu des amendements en 71, 99, 2008 et 2009. On va parler des principales sources de revenus, je dirais, que peut avoir un Belge qui a des actifs ou des revenus d'origine française en matière immobilière, de dividendes, d'intérêts, salaires et pensions. Alors, la première situation, c'est vous êtes résident fiscal belge, vous avez des revenus immobiliers. Le principe, c'est que les revenus immobiliers sont imposés dans l'état de situation de l'immeuble à un taux qui est entre 20 et 30%, et puis voire plus éventuellement.
Ouais. En fait, juste sur les revenus immobiliers, en fait, si vous avez un bien détenu en France, vous êtes imposé à l'impôt sur le revenu français là-dessus, donc au revenu foncier si votre bien est loué nu, et au régime des locations meublées si votre bien il est loué meublé. Donc s'il est loué meublé, ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez amortir le bien, ce qui permet de diminuer le montant de revenus que vous avez sur le bien. Et vous avez la progressivité de l'impôt sur le revenu sur cette location-là, avec toujours le taux minimum de 20 ou de 30% qu'on a mentionné tout à l'heure. À savoir qu'on peut bénéficier de la jurisprudence communautaire, effectivement, une baisse des prélèvements. C'est ça, cité par Madame la sénatrice juste avant, en fait. Donc, on a cette progressivité de l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, mais pas à 17,2, à 7,5%. Donc, voilà, c'est quand même une charge en plus, mais moindre qu'avant. Revenus immobiliers, mais aussi plus-value immobilière. Il faut savoir qu'un résident belge qui a des biens immobiliers en Belgique et qui les cède, s'il les détient en direct, il y a une imposition qui se fait en France. On a eu des débats avec l'administration de savoir si ce même régime s'appliquait lorsque vous détenez des biens au travers d'une société française, que ce soit une SCI ou une société à prépondérance immobilière. Et après de vives discussions avec l'administration, il y a un arrêt de 2020 qui est intervenu, Cour de cassation, qui précise que malheureusement, ces plus-values immobilières sont imposées en France, même si vous détenez le bien non pas directement, mais au travers d'une société dite à prépondérance immobilière. Prépondérance immobilière, ça veut dire que plus de 50% de l'actif sur les 3 dernières années est constitué d'actifs immobiliers. Plus-value immobilière, alors autant, vous savez, en Belgique, il n'y a pas d'imposition sur les plus-values immobilières, autant en France, il y a une imposition sur les plus-values mobilières qui est applicable à hauteur de 30%. Oui, mais en l'espèce, si on a un résident belge qui a des actions françaises, d'actions cotées, par exemple, je sais pas, Total, et qu'il les cède, on n'a pas du tout d'imposition en France. Voilà. En application de la convention, on aura une imposition qu'en Belgique et donc pas d'imposition parce qu'il n'y a pas d'impôt en Belgique là-dessus. Dividende, il y a une imposition aussi dans l'état de résidence du bénéficiaire, donc en Belgique, avec une retenue à la source en France qui est de 12,8. Il faut l'avoir à l'esprit, cette retenue à la source. En principe, à ce sujet-là, on n'a pas de pratique en plus en France et sur des dividendes. Donc, quand vous ferez votre déclaration d'impôt français, normalement, vous n'avez pas indiqué vos dividendes français parce qu'on a une retenue à la source qui est dite libératoire. Donc, on n'a rien de plus à faire. Sur les intérêts, c'est toujours un régime un peu particulier. La Convention prévoit que c'est une imposition dans l'état de résidence du bénéficiaire, donc en Belgique, mais la France n'applique pas de retenue à la source. Oui, c'est ça. Donc, il n'y a pas de conséquences pareilles en France. Vous percevez des intérêts sur française, il n'y a pas de retenue à la source en France. Pour les salaires, pour les salariés, c'est une imposition dans l'état de résidence, sauf pour ce qu'on appelle les clauses de mission temporaire. Si c'est une mission temporaire, c'est-à-dire moins de 183 jours qui est réalisée en France, c'est toujours la Belgique qui impose. Par contre, si c'est plus de 183 jours, c'est le pays de résidence du bénéficiaire. Sur les salaires, c'est assez important, surtout en ce moment avec les problématiques Covid et les problématiques de confinement et de télétravail. Donc, la règle, si vous avez un emploi avec une société belge et que vous travaillez en France, si vous travaillez moins de 183 jours en France par an, vous continuez à être imposé en Belgique uniquement. Si vous travaillez plus de 183 jours par an en France, normalement, vous êtes imposé en France pour la quote-part de travail qui est relative. Là, on a une espèce d'accord avec l'administration fiscale des positions qu'elle a émises en disant que normalement, les périodes de présence contrainte en France liées à des confinements et ce genre de choses ne rentrent pas en compte dans ces calculs. Donc, disons que pour 2020-2021, on a des tolérances pour dire que voilà, si vous n'avez pas vraiment entendu établir votre domicile en France, mais vous n'y avez passé du temps parce que, je sais pas, entre mars et mois de mai en 2020, vous étiez confiné en France, normalement, ça ne vous rend pas, par ce seul fait, imposable en France. Il faut quand même être hyper vigilant sur cette situation-là parce que si vous êtes resté toute l'année en France en 2020, potentiellement, vous êtes devenu de nouveau résident fiscal de France. Donc voilà, c'est un peu des situations au cas par cas, mais on a des tolérances d'administration. Peut-être une question directe là-dessus. Est-ce que le fisc peut demander des preuves aux contribuables justement pour justifier d'une présence plus ou moins de 180 jours sur le territoire français, et en particulier dans ces temps de confinement qu'on a vécu? C'est ça. Enfin, exactement. Donc l'administration, si jamais elle interroge le contribuable en disant il nous semble que vous êtes resté plus de 183 jours en France, donc vous devenez imposable en France. Si la personne dit non, en fait, j'étais présent en France plus de 183 jours, certes, mais uniquement lié à des périodes de confinement et de télétravail, l'administration peut demander des justificatifs là-dessus, mais normalement, il y a des positions
souple, officielle, officieuse, entre guillemets, pour dire que voilà, on fait preuve de tolérance cette année-là. Après, elle va regarder l'image globale de la situation de la personne. Et si jamais on voit que, en fait, elle est restée vraiment toute l'année et qu'elle n'est jamais repartie en Belgique, bon, voilà, c'est plus compliqué. Puisqu'on a une sorte de dichotomie, c'est-à-dire que l'administration a fait passer une circulaire en disant que malgré le Covid, on n'en tiendrait pas compte pour la notion de résidence, enfin, une approche très souple. Et puis d'un autre côté, quand on parle avec les services de contrôle, c'est dire qu'il faut regarder plus globalement, de façon beaucoup plus large, pour savoir si la personne est résidente française ou pas. C'est ça. Alors, on voulait faire un petit point sur les revenus collaboratifs, Airbnb et puis Blablacar, mais on va le décaler peut-être à la fin de la présentation. D'accord, pas de problème. Hein? Oui, vas-y, sur les retraites. Juste sur les retraites, en fait, on a un principe pour les retraites privées, donc y compris celles versées par la Sécurité sociale française au titre d'un emploi privé. On a une règle d'imposition uniquement dans l'état de résidence, c'est-à-dire la Belgique. D'accord ? La France pourrait imposer uniquement les retraites liées à un emploi public, donc type fonctionnaire, en fait. Donc, voilà là-dessus. Et on a un impôt qui s'appelle l'impôt sur la fortune immobilière en France qui existe qui est la poursuite de l'ISF. Il n'existe pas de convention entre la France et la Belgique portant sur les FII, donc les étrangers détenant des actifs français sont soumis aux règles françaises à ce sujet. Ils sont soumis à une déclaration à remplir chaque année, déposée, je dirais, fin mai. Les critères, on pourra revenir si vous le souhaitez, mais les critères, c'est avoir un patrimoine immobilier supérieur à 1,3 million. Sont imposables non seulement les biens détenus en direct, mais les biens détenus au travers de sociétés à prépondérance immobilière. Le taux d'imposition varie selon la valeur des biens, entre 0,5 et 1,5% pour l'instant d'imposition par an. Il existe Je crois qu'on ne vous entend plus, maître. Je crois qu'on ne vous entend plus, ouais, maître. Je pense qu'on n'a plus le son. Vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Voilà. On a loupé 30 secondes là dans votre discours. Oui, ce qu'on souhaitait évoquer, c'était le régime des droits de succession et de droits de donation en France et puis par rapport à la Belgique. En France, les droits de donation et de succession sont relativement élevés. Autant en Belgique, vous n'avez pas de droits de donation, autant en France, vous avez des droits de donation et de succession qui sont relativement élevés. Pour donner une idée, en ligne directe, ils sont 45% au-dessus d'1,8 million. Ils sont 60% quand on n'est pas en ligne directe, quand il n'y a pas de lien de parenté. Donc, des liens, je dirais, des impositions assez fortes. Les critères? Oui, alors juste en fait, on a avec la Belgique une convention en matière de droit de succession, pas en matière de droit de donation. Donc, cette convention en fait vient réduire la possibilité qu'a la France de taxer certaines situations. Juste pour résumer, la France va pouvoir taxer les successions franco-belges uniquement dans 2 cas. Le premier cas, c'est le défunt était résident fiscal de France. Donc là, elle pourra taxer, bon, avec des limitations, mais elle pourra taxer. Oui. Et deuxième cas, dans la succession du défunt belge, on a des biens français. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que donc, si l'héritier est en France, mais que le défunt il est en Belgique, et qu'il n'y a pas de bien français dans la succession, on n'aura pas d'imposition. D'accord. Ça, c'est important parce qu'on a reçu plusieurs questions justement. Donc, si on a justement des héritiers qui soient au Luxembourg ou en France, ça n'a pas d'importance. Exactement. Si on a un défunt en France, en Belgique, pardon, et qu'il n'a pas de bien français et que ses héritiers sont en France, on n'a pas d'impôt en France. Voilà. D'accord. À l'inverse, en matière de droit de donation, on n'a pas de convention avec la Belgique. Ce qui veut dire que là, si on a un résident belge qui veut donner je ne sais pas, faire un virement en fait, de liquidité à un donataire qui est en France, par exemple à ses enfants, là, on va avoir des droits de donation qui seront dus. Donc voilà, c'est le droit français qui s'applique à plein. D'accord. 3-4 sujets sur la convention qui existe en matière de succession.
il est clair que les immeubles, effectivement, à partir du moment où il y a un immeuble en France, il y a une imposition, droit de donation, droit de succession en France. Sur les biens meubles corporels, à partir du moment où ils sont en France, ben, ils sont imposés en France. Et puis, alors, les actions et parts sociales, il y a une particularité forte. Oui, il y a un point en particulier. En fait, s'agissant des actions et parts sociales, la Convention indique clairement que ce n'est imposable que dans l'État de résidence du défunt. Donc, en l'occurrence, si le défunt est en Belgique et qu'il détient des parts sociales, par exemple, même d'une société française, normalement, on n'a pas d'imposition en France. Il y a une question particulière qui se pose, comme pour les plus-values sur les titres de société à convention immobilière, elle se pose aussi sur les successions comportant des biens immobiliers qui sont logés dans des sociétés. Voilà. En fait, si on lit la convention telle qu'elle, si on a une société, un défunt belge qui détient des titres de SCI, par exemple, qui détient des immeubles français, normalement, on n'a pas d'imposition en France sur la transmission de ces parts de SCI. En application de la convention, parce qu'en fait, ce n'est pas un immeuble. Les parts de SCI ne sont pas un immeuble, c'est un bien meuble incorporel. Et donc, en fait, on doit l'imposer qu'en Belgique. Comme on l'a indiqué tout à l'heure, s'agissant des plus-values, on a une position du Conseil d'État, donc la plus haute juridiction française administrative, qui tend à assimiler les immeubles et les parts de sociétés à prévoyance immobilière. On n'a pas la même assimilation du côté de la Cour de cassation qui, elle, juge les successions. Et donc, en l'état actuel des choses, donc jurisprudentiel des choses, si on a un défunt belge qui détient des parts de société détenant des immeubles, normalement, on n'a pas d'imposition en France. Il faut être hyper vigilant parce que cette position, elle peut éventuellement bouger, mais sur le plan des principes, voilà, on n'a pas d'imposition en France là-dessus. Voilà, c'était une présentation, je dirais, rapide. On a essayé d'être aussi pratique que possible sur la convention fiscale franco-belge et puis sur quelques aspects de fiscalité française. Et on est vraiment à votre disposition pour échanger au regard des questions que vous pouvez avoir, si vous en avez. Super. Écoutez, je vous remercie tous les deux. C'était une très belle présentation, très intéressante. Vous avez traité de beaucoup de sujets et du coup, on a énormément de questions. C'est des questions très, très techniques. Alors, je vous le dis tout de suite, parce qu'on a plus d'une centaine de questions. Les questions qui sont extrêmement spécifiques et très techniques, notamment là, je vois des questions sur différentes holdings. Je propose qu'on les mette de côté et qu'on y réponde individuellement parce que ça ne concerne pas forcément le plus grand nombre d'entre vous. J'ai une question là tout de suite de Christine qui habite en Belgique avec son conjoint depuis 1 an et elle demande si elle doit quand même remplir sa déclaration alors qu'elle travaille en Belgique. Si elle n'a pas de revenus français en 2020, elle n'a pas d'obligation spécifique déclarative française. Alors, par contre, peut-être que si elle en avait l'année dernière et qu'elle a rempli une déclaration, elle peut faire un courrier précisant que cette année, elle n'a pas de revenu. Si en partant de France, elle n'a pas averti les autorités fiscales, donc ce n'est pas obligatoire de les avertir, mais elle peut leur envoyer un courriel ou un courrier en leur indiquant qu'elle est partie et qu'elle n'a pas de revenus français, donc du coup qu'elle ne va pas déclarer. Le mieux, peut-être on le rappelle, c'est toujours effectivement de communiquer avec l'administration fiscale d'un changement de situation pour éviter justement des Exactement. Exactement. Alors, j'ai une autre question et là, on a beaucoup de questions sur le télétravail notamment. Là, j'ai Antoine qui nous dit « Je travaille 2 fois par semaine en France, mais je réside en Belgique. Puis-je prétendre au statut de transfrontalier ?» C'est encore un statut. Ça, c'est encore un autre sujet. Alors, en fait, le statut de frontalier, il existe encore dans le cadre franco-belge, mais que pour des situations passées. Donc, c'est-à-dire que, bon, d'une part, la Belgique l'applique pas. Donc, en fait, le régime des frontaliers va surtout concerner les résidents français qui travaillent en Belgique. Et encore une fois, uniquement certains, en fait, c'est ceux qui ont cette situation-là avant 2013. Mais du coup, il n'y a plus de régime spécifique frontalier, en tout cas pour les résidents en Belgique. Donc, si on a une personne qui travaille en France, on rentre dans ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, la règle des 183 jours. Si cette personne-là travaille plus de 183 jours en France par an, on a une imposition en France relativement à la quote-part des jours travaillés en France. S'il est à moins de 183 jours, on ne l'a pas. Là, avec 2 jours par semaine, a priori, on ne serait pas dans les 183 jours. Voilà. D'accord. Alors, j'ai une question qui est un peu liée à celle-ci. Là, on a le cas d'une employée d'une grande société française ici en Belgique qui a un contrat temporaire pour 3 ans et qui demande si elle peut prétendre au régime des impatriés, si ça existe toujours. Alors, en fait, donc le régime des impatriés, donc en France, donc à son retour en fait, quand elle va rentrer en France, normalement non, parce qu'il faut une période de non-résidence d'au moins 5 ans.
il y a plein de conditions sur ce régime, il est hyper compliqué, mais une des conditions phares, c'est de ne pas avoir été résident fiscal de France pendant au moins 5 ans lors du retour. D'accord. Il y a plein d'autres conditions, mais c'est au moins une des conditions phares, c'est celle-ci. Donc, malheureusement, non. J'ai une question alors là qui arrive sur la CSG-CRDS. Donc là, c'est Daniel qui nous dit qu'il n'a plus aucune nouvelle du fisc français depuis sa demande de remboursement il y a 1 an et demi. Et il nous demande à qui s'adresser. Alors peut-être que Madame la sénatrice peut nous aiguiller là-dessus. À qui s'adresser lorsqu'on n'a plus de nouvelles du tout Premièrement, il se peut très bien que ce soit toujours en traitement. Donc là, puisqu'ils nous ont affirmé que c'était les demandes qui allaient être traitées avant 2023, mais qu'ils n'hésitent pas, pour les cas particuliers, à écrire à la SFE afin que nous puissions, nous, en fonction de son dossier, que son numéro de dossier, on se renseignera auprès de l'administration fiscale. Parce qu'il nous a été promis par l'administration fiscale des non-résidents que la totalité des dossiers seraient traités. D'autant plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les dossiers de 2015 sont définitivement traités. Il y avait une autre question qui avait été posée sur la CSG. Si vous voulez, je rebondis dessus, Olivier. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a un contribuable anonyme qui a posé la question pour savoir pourquoi, pour les pays hors Europe, la situation était différente. En fait, la Cour de justice de l'Union européenne n'est compétente que pour l'Union européenne. Les décisions, elles n'ont pas une portée mondiale. Et d'ailleurs, tous les ans, je dépose des amendements pour obtenir l'exonération des Français des pays tiers à l'Europe sur la CSG-CRDS. Lors du dernier débat budgétaire en 2021, mon amendement a été adopté par le Sénat. Alors, si certains Français souhaitent qu'on leur envoie cet amendement que j'ai obtenu l'année dernière, qu'ils n'hésitent pas à nous le demander par l'intermédiaire de la SFE, mais malheureusement, la commission paritaire mixte où participent des députés a rejeté mon amendement. Et c'est un petit peu la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure qu'il faut intéresser le gouvernement, il faut être nombreux pour voter. Et je recommande également aux Français qui vivent hors Union européenne de poursuivre éventuellement des contentieux. Une personne a demandé également qu'elle n'avait pas récupéré, elle n'avait pas fait sa demande de remboursement de la CSG, CRDS qu'elle avait payée depuis 2015. Malheureusement, Madame Gobert, c'est trop tard pour vous. Il fallait transmettre la demande avant le 31 décembre 2020, mais par contre, vous ne payez plus de CSG, CRDS à compter des années qui viennent. Alors, vous voyez, ça, ce genre d'information, le moment venu, la SFE avait adressé à ses adhérents les éléments complets, la lettre qu'il fallait envoyer, la lettre recommandée qu'ils avaient envoyée, qui avait été établie avec Maître Van Hassel, pour qu'ils puissent effectivement être remboursés de leur paiement indu. Merci beaucoup, Madame la sénatrice. Peut-être rebasculer sur des questions notamment de Français qui ont des biens immobiliers en France, puisqu'il y a pas mal de questions dans ce sens, notamment Jonathan qui dit qu'il est résident fiscal belge avec un bien immobilier acheté en 2020 en France et il demande s'il faut le déclarer en France en plus de la déclaration en Belgique. Oui, alors pour tous les revenus générés par le bien, je ne sais pas si le bien est loué. Si le bien est loué, en fait, il faut déclarer les revenus en France selon la manière dont le bien est loué. S'il est loué nu, selon le régime des revenus fonciers. S'il est loué meublé, selon le régime de la location meublée. Et il doit effectivement le déclarer en France. Éventuellement au niveau de l'IFI, si la valeur est supérieure à 1,3 million. Exactement. Une autre question de BX qui nous demande si son épouse belge doit-elle également… il demande comment déclarer ses revenus locatifs en France alors que son épouse est belge. Est-ce que ça change quelque chose d'avoir un conjoint étranger? Alors, la nationalité, elle change rien sur l'imposition en France. Voilà, juste, on a un bien en France qui génère des revenus, donc on a une imposition en France. Et en fait, la déclaration est la même que toute personne française ou autre. En fait, doit déposer la déclaration, comme l'a dit Franck, en version papier au 20 mai et en version Internet au 26 mai, qui est là. Parce que en l'occurrence, apparemment, il n'est pas possible de rentrer évidemment de numéro fiscal parfois d'un contribuable étranger. Et donc, c'est peut-être plus simple de faire en fait, par papier. La première année,
concrètement, la première année, peu importe qu'on soit français ou étranger, en fait, on n'a pas les identifiants nécessaires pour se loguer, entre guillemets, sur le site internet des impôts. Et donc, il faut déclarer en papier. La première année, on est un peu contraint. Sauf si on s'engage dans une longue procédure, mais qui ne sert pas à grand-chose. Donc, du coup, la première année, il faut déclarer en papier. Un courrier recommandé de préférence, oui, pour éviter D'accord. les pertes. Là, on a le cas d'un étudiant qui a donc des comptes en banque en Belgique et demande s'il doit les déclarer dans sa déclaration française, s'il y a une procédure particulière. Puisqu'en Belgique, et peut-être que je le rappelle aussi à ceux qui nous regardent, en Belgique, quand vous avez évidemment des comptes que vous conservez en France, il faut les déclarer au point central de la Banque nationale de Belgique. Ça fait partie des obligations imposées par le fisc belge. Mais là, est-ce que dans l'autre sens, il faut à l'inverse déclarer des comptes belges dans sa déclaration française? Alors si la personne est non résidente de France et qu'elle vit en Belgique, du coup, il n'y a pas d'obligation spécifique déclarative liée à la détention des comptes belges ou français d'ailleurs. Et si en revanche la personne qui est en Belgique a des comptes français qui génèrent des revenus, c'est la même chose. Il n'y a pas spécialement d'obligation déclarative en France, même relative à ces revenus, parce qu'ils sont prélevés à la source. Les impôts sont prélevés à la source. Donc en principe, il n'y a rien de spécifique à faire. Et s'il était résident fiscal français, bien entendu, il devrait les déclarer. Si la résidence fiscale de France, il faut qu'il déclare ses comptes bancaires étrangers, donc belges. D'accord. Une autre question de Justine qui nous dit: je vis en Belgique et travaille à temps partiel pour une société belge et j'ai également un statut d'auto-entrepreneur en France. Comment dois-je déclarer ces revenus en France et en Belgique? Peut-être pour la partie française, sachant qu'elle est imposée elle demande si elle serait imposée sur ses revenus d'auto-entrepreneur. Oui, alors le régime de l'auto-entrepreneur, il fonctionne pour les gens qui vivent en France comme pour les gens qui vivent à l'étranger avec des revenus français liés au statut d'auto-entrepreneur. Donc, on a des déclarations à faire. On a des déclarations à faire, effectivement, en France de ce statut-là. En fait, si on parle de vente de biens ou de prestation de services commerciales, on est dans le régime dit des bénéfices industriels et commerciaux. Et on doit les déclarer comme tels. Et si on est en prestation libérale, c'est un autre régime, mais oui, on doit les déclarer en France. Là, j'ai une autre question qui revient sur la CSG, en particulier sur la CRDS. On nous demande quid de la CRDS qui aurait été payée en 2019 et en 2020. Est-il encore possible de se faire rembourser? C'est une question pour la sénatrice. Alors là, à cette question-là, en fait, il faut qu'on soit bien clair, Olivier. Nos amis doivent bien comprendre. L'exonération de CSG, CRDS ne concerne que les revenus fonciers de source française. La décision qui a été rendue par la Cour de justice européenne, qui est intervenue en 2018, fait que cette personne qui pose la question ne peut pas avoir payé la CSG, CRDS ni pour 2019 ni pour 2020. Alors, si jamais l'administration lui a demandé de payer au titre de ses revenus fonciers de source française une CSG, une CRDS pour 2019-2020, bien entendu qu'il en demande immédiatement le remboursement. Ce n'est même pas un contentieux, il n'avait pas à le payer. C'est purement une erreur. D'accord, ouais, c'est très clair. Pas un revenu de foncier de source française. C'est très clair. Merci beaucoup, Madame la sénatrice. Alors là, une question. Français résidant en Belgique, où sont imposés les dividendes d'actions françaises et comment sont traités les revenus d'assurance vie? Alors ça, je crois que vous l'avez évoqué dans votre présentation, mais peut-être que ça vaut la peine de… Sur les dividendes français, on a une retenue à la source qui est opérée par le distributeur des revenus. Donc, la somme perçue par le résident belge est une somme nette de retenue à la source française. La retenue à la source française, c'était 12,8%. Donc, voilà pour l'aspect dividende. Et après, c'est réimposable ou pas en Belgique, mais c'est le régime belge. S'agissant des contrats d'assurance vie, si on a un résident belge qui détient un contrat d'assurance vie, il sera imposable en France uniquement au moment du rachat. Donc, s'il ne fait pas de rachat, il n'est pas imposable en France. Et au moment où il fait des rachats, le taux qui est applicable dépend de la date de détention. Pour les tout nouveaux contrats d'assurance vie, depuis 2017, en fait, on a un taux de 12,8%, voilà, uniquement sur la part qui est représentative des revenus, donc pas le capital. Et pour les anciens contrats, on a un maximum qui sera à 15%. Voilà.
Peut-être une question maintenant plus spécifique de Dominique à propos justement des retraites, puisqu'il perçoit une retraite française en Belgique et il demande s'il est assujetti aux contributions sociales en France sur ses revenus fonciers en France, alors qu'il Alors, a une retraite française en Belgique. oui, c'est une question qui est un peu compliquée parce qu'en fait, on est vraiment à la croisée du fiscal et du social. En fait, s'il est retraité français, en application des règles sociales de l'Union européenne, il est considéré comme étant assujetti à la sécurité sociale française. On a des jurisprudences qui l'établissent bien. Et donc, du coup, même s'il bénéficie des prestations médicales en Belgique, il reste que, sur le plan du droit, il est affilié à la sécurité sociale française. Comme il est affilié à la sécurité sociale française, la CSG-CRDS sur ses revenus fonciers, par exemple, s'applique de plein droit parce qu'il est affilié à la sécurité française comme quelqu'un qui résiderait en France. Voilà. On a un statut un peu spécifique pour les retraités, donc qui est comme ça, du fait de l'application des règles européennes. Très bien. Alors là, une question un peu plus générale de Patrick qui nous demande à qui s'adresser au consulat lorsqu'on a une question spécifique aux impôts. Alors, je ne sais pas si c'est spécifiquement au consulat qu'il faut s'adresser, puisque ce ne sont pas eux qui précisément sont en charge de, justement des impôts, mais peut-être que Madame la sénatrice ou cher maître, vous pouvez répondre à cette question. Alors, là, si on cherche quelqu'un de l'administration, ça serait la DNR, donc la direction des non-résidents. Après, il faut toujours un peu peser l'opportunité de poser une question à l'administration sur des sujets très, très, très personnels et très sensibles. Du coup, peut-être essayer d'abord de voir avec un conseil éventuellement avant de voir comment faire. Si du simple déclaratif, oui, il faut demander à l'administration, il n'y a pas de problème. Si c'est plus sur du planning, entre guillemets, c'est un peu plus compliqué. Voilà. D'accord. J'ai David qui nous demande: je suis salarié français et résident belge, je cotise en France, mais si je deviens demandeur d'emploi, mes droits seront-ils ouverts en Belgique ou en France? Ça dépasse ma compétence de fiscaliste, désolé. On va On pourra enchaîner. regarder et éventuellement répondre. Ouais. C'est vrai que ce n'est pas une question forcément qui coule de source. Alors là, j'ai une autre question. Bonjour, je réside en Belgique et j'ai un appartement loi Pinel en France. Puis-je demander un remboursement de la CSG et de la CRDS, même si j'ai fait une demande Schumacher? Alors, c'est une question assez précise. Alors, On nous envoie, Olivier, qu'on nous envoie là, parce que ça devient des cas tellement particuliers. Oui, c'est des cas assez particuliers. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup je suis en train de regarder en même temps que vous tous les chats, donc les questions qui sont posées sur la CSG, CRDS. Si jamais je prends la parole pour répondre à chacun individuellement sur les questions qui se posent, on ne peut plus répondre à des questions plus générales. Donc, qui n'hésite pas, j'ai envoyé sur le chat, j'ai rappelé le mail de la SFE, que chacun nous pose des questions qu'il veut. Si on peut rapidement répondre à leurs questions, on le fera sans aucun souci. Très bien. Peut-être une autre question, alors avec justement des cas de franco-belges là, qui naviguent entre les deux frontières, de Marie qui nous dit qu'elle est française et qu'elle travaille pour une entreprise française, mais qu'elle habite en Belgique. Et donc, elle paye des impôts en France et en Belgique au prorata de sa présence en France. Elle nous demande quelles sont les conditions d'imposition belge, sachant qu'elle n'a pas pu se déplacer en France pendant les périodes de Covid. Alors malheureusement, c'est une question qui s'adresse davantage justement à un fiscaliste belgo-belge, puisque là, il s'agit plus d'une question d'imposition belge, puisque Marie, vous êtes résidente en Belgique et que vraisemblablement, vous payez quand même la majorité de vos impôts en Belgique. Mais peut-être que je ne sais pas si vous souhaitez essayer d'y répondre, maître. En fait, j'imagine que la tolérance française vaut aussi du côté belge, en fait, parce que les administrations se sont quand même un peu entendues à ce sujet-là, mais c'est vrai que pour la Belgique, je ne sais pas. Je regardais vraiment pour le côté français, forcément, mais pour la Belgique, je ne sais pas. Alors peut-être je rebondis là-dessus sur la tolérance. Vous parlez de ça justement, de la coopération entre la France et la Belgique et les services fiscaux de ces deux pays. Peut-être un mot justement sur l'échange automatique d'informations. Alors on peut peut-être parler aussi des erreurs qu'il ne faut pas faire justement, ne pas déclarer certaines choses en disant tiens ça va passer. Après tout, voilà, je ne vais pas me faire contrôler puisque j'habite en Belgique. Le fisc belge n'a aucun moyen d'aller voir ce que je fais en France. Peut-être justement expliquer que depuis quelques années, les services fiscaux communiquent de plus en plus. Et donc,
presque rien ne peut leur échapper quasiment. Oui, en fait, on a toujours eu une communication assez importante entre la France et la Belgique et entre les pays européens globalement. Depuis quelques années, je crois que c'est depuis 2018, depuis le 1er janvier 2018, on a les normes CRS qui sont mises en place. Donc, c'est Common Reporting Standards. En fait, concrètement, c'est une application de normes qui repose beaucoup sur les banques. En fait, les banques, quand elles ouvrent une relation bancaire avec un client ou elles mettent à jour leur relation bancaire, elles doivent indiquer maintenant l'état de résidence de la personne. Et donc, du coup, cette information-là, après, est communiquée à l'état dans lequel la banque se trouve. Donc, par exemple, la banque belge communique à l'état belge. Et après, ces informations vont être diffusées auprès d'énormément de pays. Ce n'est pas du tout seulement les pays européens, il y a beaucoup, beaucoup de pays. Et dans les gros pays qui n'y sont pas, je ne connais que les États-Unis. Mais sinon, la plupart des pays y sont en fait. Donc voilà, et en fait, d'ailleurs, pour les résidents français, pour vous donner une application très pratique, l'administration envoie maintenant depuis, je crois, 2 ans, des courriers au cours de l'année qui indiquent aux gens voilà, il me semble que ce sont mes informations que vous avez un compte ouvert en Belgique, je ne vois pas sur votre déclaration, merci de régulariser. Donc voilà, pour vous dire, ça marche du côté français très très bien. Ça, c'est le droit de communication. Puis en plus, il y a une convention d'assistance fiscale entre la France et la Belgique. Et là, Exactement. je dirais, chacun des pays peut obtenir des renseignements beaucoup plus précis, beaucoup plus étendus, assez rapidement. Il y a l'information automatique, donc un peu ce que j'ai dit là. Et après, si la France veut avoir des informations beaucoup plus poussées, elle fait des demandes à l'administration belge et ça marche très bien. Non, exactement. Alors là, encore une question sur les assurances vie. On nous demande s'il y a une différence lorsqu'on fait un retrait, un rachat partiel d'assurance vie. Est-ce qu'il y a une différence de traitement par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure? Non, alors fiscalement, il n'y en a pas. En fait, ce qui compte, c'est la date de retrait ou de rachat. Mais en fait, fiscalement, il n'y a pas de différence. Très bien. On a beaucoup de questions et qui sont très, très spécifiques hein, avec même des éléments un peu plus privés. Donc ça, on va les passer. Évidemment, oui, beaucoup de questions aussi sur le télétravail. Bon, ça, on a déjà évoqué, mais peut-être un mot sur les revenus collaboratifs, peut-être sur les plateformes style Airbnb. Alors, peut-être certains de ceux qui nous regardent qui ont un appartement en location ou une résidence secondaire qui mettent en location occasionnellement en province. Comment faut-il traiter ces types de revenus? Est-ce que c'est différent d'un revenu classique, j'allais dire, pour un bien immobilier, ou alors est-ce qu'il y a des spécificités auxquelles il faut faire attention? En fait, oui, donc on va effectivement, comme vous l'avez dit, uniquement parler des revenus Airbnb, parce qu'en fait, pour tous les autres revenus collaboratifs, je ne sais pas, du style Blablacar, pour un résident belge qui le fait, par exemple, en France, on n'a pas d'imposition en France sur ce genre de revenus-là. En revanche, pour les revenus Airbnb, en fait, on tombe dans le même régime que celui qu'on a expliqué tout à l'heure, des revenus immobiliers. Le fait que ça passe par une plateforme Internet ne change rien à la qualification. Et donc, du coup, Airbnb, c'est de la location meublée. Par définition. Et donc, on tombe dans une imposition française sous le régime des bénéfices industriels et commerciaux français. Et donc, du coup, on doit le déclarer comme tel, avec des spécificités parce qu'on a une location qui est saisonnière et pas annuelle. Mais voilà, sur le plan des principes, c'est imposable en France. D'accord. Sans aucun doute. Et il n'y a pas de spécificité particulière du fait que c'est Airbnb, une plateforme. Et là, il y a un droit de communication qui joue pas mal. Oui, aussi. Il y a un droit de communication qui joue bien aussi. Ouais. Alors là, j'imagine qu'il y a peut-être des nouveautés aussi dans la déclaration pour l'exercice 2021, justement sur la faculté qu'ont les autorités à mieux détecter justement ces revenus collaboratifs. Je pense notamment à la mairie de Paris qui fait la pression sur la plateforme Airbnb. Voilà, donc là, j'imagine que c'est pareil. Maintenant, il y a quand même des moyens plus efficaces dans le chef du Trésor public pour détecter ces revenus collaboratifs. Exactement. Tout à fait. Alors, une autre question un peu plus spécifique, mais néanmoins qui concerne beaucoup de Français ici en Belgique, sur les fonctionnaires européens. Une question de Sébastien qui nous dit « Je suis fonctionnaire de l'Union européenne et donc, par protocole, mon domicile fiscal est en France. Comment dois-je remplir ma déclaration, sachant que par défaut, on me considère comme résident fiscal belge ?» C'est une question très spécifique, mais qui concerne quand même un grand nombre de contribuables ici.
Alors, c'est vrai que malheureusement, je n'ai pas regardé ce point-là spécifiquement, mais pour parler voilà, je me base sur ce que vous venez de me dire, qu'il est considéré en principe, en application des principes, comme étant résident de son pays d'origine, donc la France, qui me semble être le cas effectivement. En fait, dans ce cas-là, il doit remplir sa déclaration comme s'il était résident fiscal de France. Moi, j'ai des cas, bon, pas forcément de fonctionnaires de l'Union européenne, mais ce que je fais, c'est que j'accompagne la déclaration d'un explicatif et je la dépose en papier Ouais. parce qu'elle est trop complexe en fait pour rentrer dans les cases normales. Si vous voulez, la déclaration qu'on remplit sur Internet, elle est faite pour 99,9% des gens. On ne va pas créer tout un système pour les cas particuliers. Et donc, du coup, moi, dans ce cas-là, je la dépose en version papier avec un explicatif de ma situation. Après, voilà, je ne connais pas exactement la situation, mais… Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on en revient toujours à cette importance d'avoir ce canal de communication avec le fisc. C'est toujours mieux pour pouvoir expliquer sa situation quand on est dans un cas particulier comme peut être celui de Sébastien qui est fonctionnaire européen. Alors, j'ai une autre question ici de Vanessa qui nous demande pour sa déclaration d'impôt. Alors, j'imagine qu'elle a un bien immobilier en location. Faut-il tenir compte du montant net ou du montant brut, puisqu'elle pensait que c'était les montants bruts dont il fallait tenir compte? Alors, ça dépend de quoi on parle. C'est-à-dire que si elle bénéficie des régimes dits micro, donc par exemple, si elle a un bien qu'elle loue meublé, en fait, elle peut choisir de calculer son revenu net, donc elle compte son revenu brut, elle déduit toutes les charges, donc par exemple, si c'est meublé, l'amortissement, les charges de copropriété, tout ce qu'elle peut dépenser pour l'appartement, exactement. Et là, elle est imposée sur le revenu net. Ou alors, elle a un revenu inférieur à certaines limites. Donc, pour les locations meublées, c'est 72 500 €. Et elle se dit, bah, en fait, je ne connais pas toutes mes charges ou alors c'est trop compliqué. Et là, je peux bénéficier d'un régime dit micro. Et en fait, je peux bénéficier, donc pour les locations meublées, c'est d'un abattement de 50%. Et dans ce cas-là, je déclare le brut et l'administration en fait, va faire le calcul du net automatiquement. Donc, ce sont des cas bien spécifiques dans la déclaration qui est assez bien faite pour le coup. Il faut déclarer le revenu dans la bonne case selon qu'on est en régime réel ou en régime micro. Voilà. Très clair, merci beaucoup. Alors, une autre question là, c'est comment éviter la double imposition des dividendes à 12,5% en France et en Belgique? Alors, normalement, il n'y a pas de double imposition parce qu'en fait, l'impôt qu'on a payé en France, donc les 12,8, est imputable sur l'impôt belge s'il y en a. S'il n'y a pas d'impôt en Belgique, du coup, il n'y a pas, mais il n'y a pas de double imposition dans ce cas-là. Une question un peu plus générale là, maintenant. Sandrine qui nous demande si on peut confirmer les dates de dépôt des déclarations et que se passe-t-il si nous sommes hors limite? Alors, c'est le 20 mai pour le papier et le 26 mai pour l'Internet. Et ce qui se passe si on est hors limite, c'est qu'on a normalement une application d'une majoration de 10% automatique. Il y a, je pense, un courrier qui vient de sortir ce matin ou hier soir à l'administration en accordant des prorogations de délai. On le fera passer par le biais de la SFE dans certaines conditions, effectivement, pour les déclarations papier. En fait, ce sont des déclarations bien spécifiques en fait, qui sont remplies par des conseils. Donc, ça ne concerne pas forcément tout le monde. Normalement, un particulier ne peut pas s'en prévaloir. Alors, maintenant, j'ai Blandine qui nous demande si le droit à l'erreur s'applique aussi aux Français résidant en Belgique dans le cas de la non-déclaration relative à des dividendes perçus ou alors des revenus qui n'auraient pas été déclarés. Ça s'applique à tout le monde. Tout à fait. Du moment que l'administration n'est pas entrée dans une phase de contrôle et en cours de contrôle, on déclare, je dirais, cette omission. Plus tôt on le fait en amont, mieux c'est. Et effectivement, bénéficier du droit à l'erreur. Peut-être prendre une dernière question. Là, je vois sur l'Exit Tax, donc un utilisateur un spectateur qui nous demande si depuis un départ en Belgique en 2017 est-elle valable de 5 ans, comme vous le dites, ou de 15 ans? Non, alors effectivement, moi je parlais du nouveau régime en fait, de l'Exit Tax qui est entre 2 et 5 ans. Et pour l'ancien régime, donc pour les départs avant 1er janvier 2019, là on avait effectivement un délai de 15 ans, ce qui est assez voilà, énorme comme obligation, mais voilà, on a effectivement le délai de 15 ans pour les départs pré-2019. Super. Écoutez, voilà, je regarde la montre et malheureusement, malheureusement, on arrive à la fin de notre session et il y a beaucoup de questions, j'en ai conscience, auxquelles nous n'avons pas encore répondu. Et encore une fois, je vous invite vraiment à nous écrire à la SFE. Donc, l'adresse email, c'est contact@alliancesolidaire.org.
adressez-nous vos questions et nous allons tâcher d'y répondre. Alors parfois, c'est des sujets extrêmement spécifiques et malheureusement, on ne peut pas forcément répondre à tout le monde, mais n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions si vous en avez encore. Et voilà, je tenais à remercier chaleureusement Madame la sénatrice pour son exposé très clair et justement ses réponses spécifiques sur le travail qu'elle a effectué sur la CSG, la CRDS. Encore une fois, si vous avez des questions, je pense que vous pouvez aussi lui adresser. Elle sera heureuse, comme elle vous l'a dit, notamment de partager cet amendement qu'elle a fait adopter. Et je vous remercie aussi, cher maître, puisque vos explications ont été très utiles aussi. Je pense qu'elles ont permis de clarifier des points importants sur le télétravail, sur les revenus collaboratifs, sur justement la convention fiscale franco-belge. Donc voilà, je vous remercie chaleureusement. Et puis, pour tous nos spectateurs, écoutez, je vous dis encore une fois à très bientôt, puisque nous allons organiser d'autres webinaires sur d'autres thématiques. Donc, la fiscalité est une thématique importante, mais nous allons évidemment basculer sur d'autres thématiques qui vous concernent aussi. Et je donne la parole, peut-être le mot de conclusion à Madame la sénatrice. Un petit mot, Olivier, pour nos compatriotes qui souhaiteraient revoir ce webinaire ou bien ceux qui n'ont pas pu y participer, sachez que nous l'avons enregistré et l'ASFE peut vous le transmettre en replay. Donc, il le fera par mail. Je voulais remercier à mon tour, merci Franck, merci Alexandre pour votre intervention. Olivier, bravo pour votre modération. Sachez que nous restons à votre disposition pour répondre. Attention, nous ne substituons pas à des fiscalistes, ce n'est pas notre rôle, mais on est là pour aider les Français de l'étranger à répondre à des questions complexes, dans la mesure de nos possibilités, de nos connaissances sur la fiscalité, mais également sur d'autres sujets. Moi, je vous demande de venir vous adhérer à la SFE, qui est à votre disposition et qui peut répondre à beaucoup de questions, qui envoie toutes les semaines des newsletters d'informations et qui sont destinées à ce genre de questions qu'on a soulevées aujourd'hui des Français de l'étranger. Nous avons tous les mois également une chronique fiscale qui est faite avec Maître Van Hassel, qui est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus recherchée que ce dont on vient de répondre à vos questions individuellement et qui concerne tous les thèmes d'actualité qui concernent les Français de l'étranger. Merci. Merci. Voilà, merci et à très bientôt. Et encore une fois, si vous avez des questions, faites-nous les parvenir. Et je vous souhaite d'ici là une très belle après-midi et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.